Très très bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur Médien TV. C'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous êtes bien installés. Et on y va pour deux sujets, tous autour de notre santé, de notre mieux-être. C'est vrai que le vendredi de la semaine dernière, le 4 février dernier, c'était la journée mondiale de sensibilisation au cancer. D'ailleurs, on avait consacré un épisode la semaine dernière aussi à ce sujet. On va en parler encore une nouvelle fois aujourd'hui avec une spécificité sur les cancers gynécologiques. Ça, c'est dans quelques instants. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver Dr Fouzia Kaderi, qui est ORL et spécialiste du sommeil et de ses pathologies. Bonjour docteur, un plaisir de vous avoir. Comment ça va Lalla? Bonjour Yasmine, toujours un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Alors avec vous aujourd'hui justement, mieux dormir sans passer par les somnifères, est-ce que c'est possible? C'est vrai que la qualité du sommeil est très importante, c'est ce qui va déterminer la santé en quelque sorte d'une personne. Et aujourd'hui, on constate ces alternatives dites douces, soft, comme notamment des comprimés de mélatonine ou autres. Vous, en tant que spécialiste, vous en pensez quoi, docteur Fouzia Kaderi? Alors effectivement, le sujet d'actualité, on sait que actuellement, l'insomnie est devenue un véritable problème de santé publique et que le traiter, il faut le traiter convenablement. Alors le souci des somnifères, c'est que bon, ils ont un impact, on le sait maintenant, les études ont montré, un impact sur sur le cerveau, sur les aspects cognitifs donc de la personne. Pendant la journée, ils peuvent garder une petite somnolence, comme à la longue, ils peuvent présenter, par exemple, un Alzheimer. Alors, ça, c'est des études qui ont montré ça. Et puis, aussi que, par exemple, chez les personnes âgées, c'est un très gros risque de faire des fractures du col et des chutes, surtout quand la personne se réveille au milieu de la nuit pour aller à la salle de bain éventuellement. Donc, les somnifères ne sont indiqués réellement que en cas vraiment d'une insomnie aiguë. Quand je dis insomnie aiguë, ça veut dire une insomnie qui vient juste d'apparaître pour une raison bien déterminée, soit à l'approche, par exemple, d'un événement qui est assez stressant ou qu'il y a eu un traumatisme qui s'est produit, la perte d'une personne proche. Et là, oui, il y a l'indication de ces somnifères. Mais sinon, vraiment, ce sont d'autres moyens qu'on utilise actuellement pour traiter cette insomnie. Alors bien sûr, il y a plusieurs types d'insomnie, on ne va pas tous les traiter de la même manière, mais d'une façon générale et globale, on va écouter le patient, bien sûr, on va savoir qu'est-ce qui a fait que cette insomnie existe. Est-ce qu'elle est due à une anxiété et à ce moment on travaille dessus? Est-ce que c'est dû à un problème physique organique, c'est-à-dire un asthme, un problème de reflux gastro-œsophagien, un problème de douleur articulaire, de rhumatisme? On traite ça aussi, mais parallèlement, il faut traiter aussi l'insomnie. Alors, les plus Mais fréquentes, les plus fréquentes, excusez-moi, docteur, oui, justement, est-ce que l'insomnie peut être une pathologie indépendante? C'est-à-dire, elle vient toute seule, oui, surtout l'insomnie oui, chronique. Oui, c'est possible? oui, tout à fait, tout à fait, l'insomnie peut prendre cet aspect particulier d'insomnie psychophysiologique qui est vraiment une entité à part entière. Hmm. Alors, mais elle ne s'installe pas comme ça. Généralement, c'est une insomnie aiguë qui a commencé et le patient, il commence à avoir des idées négatives vis-à-vis de son sommeil. C'est-à-dire, après 2 ou 3 nuits d'insomnie, il va installer très rapidement des croyances négatives par rapport à son sommeil en se disant, bah, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas dormir, je vais refaire encore une nuit blanche, demain je vais me réveiller encore pas en forme du tout, comment je vais faire pour mes réunions? Et s'installe comme ça une insomnie chronique qu'on appelle psychophysiologique. Alors, cette insomnie-là, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe depuis quelques années déjà maintenant une technique qu'on appelle cognitive et comportementale pour traiter cette insomnie-là. Parce Ok. que la mélatonine, comme vous dites, alors qui est un produit intéressant parce que c'est l'hormone du sommeil, elle a des indications bien particulières. Elle a des indications, c'est-à-dire quand on change, par exemple, de fuseau horaire, quand on voyage et qu'il y a le jet lag, oui, la mélatonine peut être intéressante pour remettre notre horloge biologique à niveau ou la remettre en place. C'est intéressant aussi pour les personnes âgées parce qu'ils décalent un peu leur sommeil. Cette horloge biologique chez eux vieillisse un peu et cette mélatonine qu'on peut leur donner peut être intéressante.
La mélatonine accompagnée avec d'autres produits, comme par exemple association mélatonine, magnésium, c'est ce qui se fait le plus, ou bien mélatonine avec la valériane qui est une plante, là aussi, effectivement, elle peut avoir ses indications. Hmm. Et ce sont Mais des il y a beaucoup molécules qui sont des... d'automédication. Justement, quand on parle de mélatonine, et c'est en vente libre, il y a beaucoup Oui, d'automédication. Alors, est-ce qu'il y a des risques, justement, quand c'est pas orienté? Est-ce que c'est des compléments alimentaires? Certes, ce ne sont pas des médicaments, oui, mais ce sont quand même des substances que la personne ingère. Et lorsqu'elles sont mal prises, aux mauvaises quantités, sur la mauvaise durée, est-ce que ça pose un problème? Est-ce que ça peut créer, par exemple, une résistance de cette insomnie? Voilà, le fait de voir ces produits en vente libre, est-ce que ça ne vous dérange pas, vous, en tant que spécialiste du sommeil, docteur? alors non, pas pour les compléments alimentaires, absolument pas. Ce qui me dérange, ce sont par contre tous les somnifères et les benzodiazépines qu'une personne a pu peut-être avoir une ordonnance pour, comme on a dit, une insomnie aiguë, mais qu'elle continue son automédication pendant plus de 3 semaines. Parce que dans les insomnies aiguës, on ne dépasse pas 3 semaines maximum, soit de benzodiazépine, c'est-à-dire des calmants, parce qu'il y a eu un processus vraiment anxieux qui a empêché le sommeil, ou bien alors des hypnotiques tout simplement. C'est ce qu'on appelle des somnifères. Et là, oui, là, ça dérange. Là, ça pose problème. Parce qu'il y a, on le sait, phénomène de rebond, parce qu'il y a accoutumance, il y a énormément de problèmes qui se posent par rapport à ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans certains pays, les boîtes de somnifères, ben, ce sont des boîtes qui sont données selon la prescription médicale et on ne donne pas toute la boîte, on donne uniquement la quantité de comprimés, je dis bien comprimés, que le médecin a prescrit. Mais par contre, pour les compléments alimentaires, c'est différent. C'est-à-dire, quand on surdose, généralement, on ne connaît pas d'accoutumance, on ne connaît pas. Mais une chose est certaine, c'est-à-dire qu'au début, on peut avoir de bons résultats parce qu'il y a un effet placebo, et on le sait, 30% des médicaments, et ça peut être juste de l'eau sucrée, si on a une croyance vis-à-vis de ce médicament, peut donner un effet. Et puis, petit à petit, à la longue, ben, on se rend, bon, cette croyance comme si elle se dissipait un petit peu et on perd justement cet effet placebo par rapport à ce produit qu'on prend. Mm. Mais les compléments alimentaires ne posent pas d'aussi gros problèmes que, par exemple, les benzodiazépines ou les somnifères. Alors, il n'y a pas que la mélatonine, il n'y a pas que le magnésium, il n'y a pas que la valériane, il y a aussi la vitamine D qui est très intéressante par rapport à rétablir déjà juste un équilibre par rapport à l'organisme et permettre à la personne de dormir. Mais dans les insomnies chroniques, ce qu'on retient maintenant le plus et ce que retiennent les études, ce sont réellement les thérapies cognitives et comportementales. Alors, vous avez parlé aussi, docteur Fouzier Kaderi, de l'attitude justement qu'une personne peut avoir face à son insomnie. Est-ce que le fait, bête et simple, de positiver et de se dire oui, j'ai fait une insomnie ce soir, oui, j'en ai fait une autre hier, avant-hier, oui, eh ben ça va pas impacter ma journée, ça ne va pas me toucher. Est-ce que le fait de vraiment le vivre, éviter de le vivre mal, ça peut changer la donne, ça peut faire en sorte que la personne arrive un petit peu à dépasser les conséquences physiologiques d'une mauvaise nuit? Alors, vraiment, tu as tout dit, Yasmine, parce que c'est ça la thérapie cognitive. C'est vraiment ramener la personne à ne pas être disons, dans un esprit négatif vis-à-vis du sommeil, de ne pas être dans des croyances négatives vis-à-vis du sommeil. Et c'est ça justement la thérapie cognitive, c'est-à-dire revoir avec donc le patient ou l'insomniaque ses idées concernant le sommeil et de lui dire écoute, c'est pas parce que tu as passé 2 3 mauvaises nuits que forcément ce sommeil-là va partir une fois pour toutes, que effectivement ça y est, c'est comme si on était en compétition, en combat avec cet aspect physiologique de nous-mêmes. Et ben, le fait d'installer ces idées négatives-là, comme tu dis très bien, Yasmine, eh ben, vont effectivement euh, augmenter cette insomnie et vont la maintenir. Par contre, si on pense que, ben oui, on a passé une mauvaise nuit, mais ça ne veut pas dire que demain, ben, la nuit sera aussi mauvaise, et qu'on change ses croyances par rapport au sommeil,
eh ben, effectivement, on travaille sur ça. Et petit à petit, la personne fait du sommeil un ami plutôt qu'un ennemi. Et Mm. ça, c'est vraiment important. Alors, au-delà justement de ces croyances, quels sont ces gestes ou ces mauvaises pratiques qu'on peut faire et qui viennent impacter la qualité de notre sommeil dans l'absolu, docteur? Alors, écoutez, pour induire le sommeil, il y a 4 conditions qui sont nécessaires, il faut les connaître. D'abord, il faut que la mélatonine soit libérée, parce que la mélatonine, c'est pas un complément alimentaire, c'est une hormone qui est sécrétée par notre cerveau, et qu'elle est sécrétée parce qu'on est en contact de la lumière pendant le jour, parce qu'elle a un cycle de 24 heures. Et au moment où on est devant l'obscurité, eh ben, cette mélatonine, elle commence à être libérée au niveau du corps. C'est ce qui nous amène justement à induire le sommeil. Alors, tant qu'il n'y a pas cette obscurité, eh ben, la mélatonine ne sera pas sécrétée. Donc, vous comprenez maintenant que se mettre devant la télévision, les portables, les ordinateurs, eh ben, c'est des choses qui envoient un signal à notre cerveau pour lui dire, écoutez, ce n'est pas encore la nuit, donc ne libérez pas cette mélatonine et on ne dort pas. La deuxième condition pour induire le sommeil, il faut que le taux de cortisol baisse. Or, on sait que le cortisol est une hormone qui est l'hormone du stress. Et cette hormone-là, elle est sécrétée pendant la journée pour justement nous aider à nous activer. Mais elle est censée baisser le soir. Donc, quelqu'un qui reste tout le temps sous stress pendant toute la journée, eh ben, c'est une personne qui va avoir un taux de cortisol assez élevé et ça va empêcher le sommeil d'être induit. Donc, il faut faire des exercices de relaxation, il faut marcher, il faut faire des activités physiques pour justement brûler tout ce cortisol quelque part, disons. Ça, c'est vraiment entre guillemets façon de parler. Et essayer d'arriver le soir dans un état de relaxation pour justement permettre à cette mélatonine de faire son travail. Mais la troisième des conditions pour induire le sommeil, c'est qu'il faut que la température corporelle baisse de au moins 1 degré. Et pour ça, il faut éviter de manger trop le soir, parce que là, ça chauffe le corps. Il faut éviter de faire des activités physiques trop intenses, là aussi ça chauffe le corps, et il faut éviter de prendre des douches très très chaudes, là aussi ça chauffe le corps. Donc, ce sont des choses à éviter. Et puis en plus, il y a la quatrième, et je pense que c'est aussi une des plus importantes, c'est que notre activité cérébrale doit pouvoir baisser. Parce que pendant la journée, notre cerveau a besoin de bien marcher, il est sur des fréquences hautes qu'on appelle bêta, puis petit à petit, ce bêta doit descendre pour atteindre le alpha, qui est une fréquence un peu plus basse, pour induire le sommeil, θ, delta, etc., etc. Alors, tant que notre cerveau est en activité, tant qu'on ne l'arrête pas, progressivement, eh ben, effectivement, cette fréquence va rester élevée et même quand on dort, il reste une activité cérébrale qui fait qu'on se réveille le matin, on se dit, on a fait notre 7 heures, 8 heures du sommeil, mais j'ai l'impression de ne pas avoir dormi parce que mon cerveau, il a passé toute la nuit à réfléchir, à résoudre des choses, etc., etc. Donc ça, ce sont les 4 conditions. Bien sûr, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'hygiène du sommeil et qui est très intéressant aussi, c'est à pratiquer et à mettre en place, c'est qu'il faut ne pas prendre d'excitants à partir de 14 heures. Pas de café, pas de thé, pas de cola, pas de trop de chocolat, etc. Parce que tout ça, c'est des excitants. Mais il faut également dormir à des heures régulières et se réveiller à des heures régulières. Notre horloge biologique adore la régularité. Elle adore la régularité. Donc, quand on se lève à des heures régulières et quand on dort à des heures régulières, on a de fortes chances de vraiment prendre soin de notre sommeil et que vraiment ce sommeil-là reste près de nous, ami, comme pas un confort, mais comme vraiment un point de santé vraiment important. Docteur Fouzi Kaderi, merci infiniment pour ce temps consacré à nos téléspectateurs, pour ces précieux conseils justement. Merci beaucoup pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui seraient intéressés par l'interview dans son intégralité. Vous pourrez la retrouver sur notre site mediantv.com. Merci beaucoup docteur. Et sans plus tarder, on enchaîne avec notre deuxième sujet.
Et je vous le disais en tout début de ce rendez-vous, la semaine dernière, le 4 février dernier, c'était la journée mondiale de sensibilisation et de lutte contre le cancer. Un rendez-vous annuel très important justement, d'autant plus que pendant cette pandémie, le cancer a été, ou plutôt les dépistages et traitements on en pâtit en quelque sorte. Et là aujourd'hui, je vous propose un focus particulier sur les cancers gynécologiques, dépistage et prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement? On voit ça avec vous, docteur Hicham Ben Abbas Taji. Comment ça va, docteur? Vous êtes médecin gynécologue. Vous allez bien, docteur? Alhamdulillah, merci de votre invitation. Un plaisir de vous avoir. Alors, docteur Ben Abbas Taji, les principaux cancers gynécologiques, c'est quoi? C'est le cancer du sein, cancer du col de l'utérus? Alors, premièrement, je voudrais dire que vous me ramenez 25 ans en arrière parce que justement, c'était le sujet de ma thèse en 98, D'accord. dépistage des cancers de ma mère. Alors, justement, on parlera une autre fois du sein, mais les cancers gynécologiques, donc le cancer du col utérin, c'est le deuxième cancer de la femme marocaine, avec plus de 3400 nouveaux cas par an et 2000 décès par an. Et malheureusement, parce que c'est un cancer qu'on peut dépister. Les autres cancers, ils ne se prêtent pas vraiment à un dépistage de masse parce qu'ils sont plus rares. Il y a le cancer de l'endomètre, il y a le cancer de la vulve et les cancers de l'ovaire. Ça, c'est pour les cancers donc gynécologiques. Mais d'abord, je voudrais dire c'est quoi le dépistage et quelle est la différence entre dépistage et diagnostic précoce. Le diagnostic précoce, c'est bien sûr la découverte d'une tumeur, d'un cancer au stade précoce, c'est-à-dire dès l'apparition des premiers signes. Et bien sûr que c'est intéressant, un cancer très tôt, on arrive à le traiter. Le dépistage, c'est encore meilleur. Pourquoi? Parce que le dépistage s'adresse à des femmes qui sont en bonne santé apparente sans signes cliniques. Et on va rechercher le cancer avant qu'il n'apparaisse. D'accord. Alors, est-ce qu'on est capable de faire du dépistage pour tous les cancers gynécologiques? Cancer du sein, cancer de l'utérus, de la vulve, des ovaires et de l'endomètre? Non, les cancers de la vulve, de l'endomètre et de l'ovaire ne sont pas très dépistables. Pourquoi? Parce qu'ils sont rares, parce qu'il n'y a pas d'examen gynécologique facile et simple à faire pour rechercher le cancer avant qu'il n'apparaisse. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas facile. Mais par exemple, pour le cancer du col, c'est un cancer qu'on peut dépister, qu'on doit dépister, et c'est ça qui va permettre pour certains pays, d'éradiquer carrément cette maladie. C'est-à-dire, on peut espérer faire disparaître ce cancer. Et voilà. Alors, on va y aller petit à petit, justement, avec vous pour le cancer du col de l'utérus. On rappelle les informations de base, dépistage, à partir de quel âge, à quelle fréquence? Alors, toute femme qui a eu des rapports sexuels doit faire un frottis. D'accord. Il ne faut pas attendre 40 ans ou 50 ans pour ça. Non, dès le début des rapports sexuels, eh ben, il faut faire un frottis, disons à partir de 25 ans. Après, on peut arrêter les frottis vers 65-70 ans quand les derniers frottis sont normaux. Ok, mais alors, une autre question, pardon. À partir donc dès les premiers rapports, un frottis tous les combien? Alors, le premier frottis dès le début des rapports, un frottis le deuxième 1 an plus tard, pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur sur le premier, et après, un frottis tous les 3 ans. C'est suffisant. On n'a pas besoin de faire un frottis tous les ans. Si les frottis sont normaux, pourquoi? Parce que l'évolution du cancer, des lésions précancéreuses, prend du temps. Ça se fait sur plusieurs années. Donc, on n'a pas besoin de faire un frottis tous les ans, surtout s'il est normal. Un frottis tous les 3 ans est suffisant. Ok, ça c'est pour le dépistage. C'est pas la prise en charge précoce. La prise en charge précoce, c'est quand vous avez un cancer. Et un cancer du col de l'utérus, c'est difficile. Bon, d'abord, vous allez saigner, mais vous allez saigner, on va le diagnostiquer, on va le voir. On va le voir et on va le traiter par la chirurgie, par la radiothérapie, par la chimiothérapie. C'est assez invalidant et lourd comme traitement. Donc, encore une fois, insister sur le dépistage, c'est-à-dire ça s'adresse à des femmes qui ne se plaignent de rien. C'est pas je me plains de quelque chose, je vais consulter. Non, vous ne vous plaignez de rien. De manière systématique, vous devez faire un frottis tous les 3 ans. Ok. Alors,
Toujours par rapport à la prévention de ce cancer du col de l'utérus, il y a aujourd'hui l'existence d'un vaccin. Donc ça fait environ une décennie que ce médicament, que ce vaccin a été lancé. Ça donne le temps d'avoir suffisamment de recul et suffisamment de chiffres en tête pour savoir si c'est une bonne chose de vacciner les petites filles ou pas. Vous en pensez quoi, docteur? Tout à fait. Vous savez, j'ai fait le délégué médical pour le garde d'asile, le produit, le vaccin, en 2006 quand il a été lancé. Ça fait près de 18 ans qu'il existe. Il y a eu des centaines de millions de doses qui ont été déjà utilisées. Et donc, il est safe, il n'y a pas de problème. Et grâce à ce vaccin, vous avez différentes politiques vaccinales. En Australie, dans les pays anglo-saxons, en Australie, ils vaccinent les garçons et les filles, pas uniquement les filles, dès 9 ans. Au Royaume-Uni, ils ont 80% de vaccination de leurs jeunes filles. En France, malheureusement, ils ne sont qu'à 30% de vaccination. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur, il y a un lobby anti-vaccin, il y a une crainte du vaccin. Exact. Alors que toutes les études ont... Et je vous dis, sur les centaines de millions de doses qui ont été faites, eh ben, on a vu qu'il n'y avait pas de maladie de système, de maladie auto-immune particulière. Chez nous, on est à combien en taux de vaccination? Est-ce qu'on a des chiffres au Maroc? 1%. Je dirais, il n'y a pas de vaccination. Si vous voyez les chiffres de vente des vaccins au Maroc, ils sont en centaines ou en unités. Mais à votre avis, docteur, justement, puisque finalement on vaccine les petites filles, on les vaccine avant, il faut qu'elles soient vaccinées avant le premier rapport. Donc c'est le rôle en quelque sorte du médecin de famille ou du pédiatre déjà. Donc est-ce que les pédiatres et les médecins de famille sont suffisamment sensibilisés à l'importance de ce vaccin anti-papillomavirus? Non. Alors justement, tout à fait. Avant de répondre à votre question, je veux répondre à une autre question que vous ne m'avez pas posée. Pourquoi le cancer du col? Le cancer du col, il est dû à deux choses. Le HPV, le virus des verrues, Human Papillomavirus, et deuxièmement, l'ignorance. Je commence par le deuxième, l'ignorance. L'OMS a dit le principal facteur de risque de faire un cancer du col, c'est justement de ne pas faire de frottis au moins tous les 5 ans. Les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés sur la prévention secondaire. La prévention primaire, c'est quoi? C'est justement, puisque le cancer du col est lié à un virus, à ce virus HPV, à 99,7%, on retrouve du HPV dans le cancer, eh bien, on a pu vacciner. Et vacciner, c'est quoi? C'est un vaccin, on donne la protéine du vaccin, les protéines L1 du vaccin, donc c'est des fractions antigéniques. C'est comme le vaccin contre le Covid, c'est pas un virus vivant, tout un virus qu'on va donner, on va juste donner des protéines du vaccin pour entraîner une réaction immunitaire. Et la meilleure réaction immunitaire et la meilleure réponse immunitaire existe chez les jeunes filles, chez les jeunes, dès 9 ans, on commence dès 9 ans. Pourquoi? Parce qu'on va les préparer par la suite quand elles commenceront leur sexualité, vers 18 ans, 20 ans ou plus tard, elles seront protégées. Donc, en fait, il faut faire le vaccin avant le début des rapports sexuels, bien avant. Vous allez être exposé au HPV. Vous savez que 70% des femmes, au cours de leur vie, seront exposées au HPV. Et bien là, vous pouvez vous défendre mieux et débarrasser votre corps de cette HPV. Ouais. Et c'est un virus qui est transmis de l'homme à la femme. C'est pour ça que vous l'avez dit en Australie, les deux sexes sont vaccinés. Rapidement, docteur. Donc ça, c'est un cancer qu'on peut, en quelque sorte, en combattant l'ignorance et grâce à la vaccination, on peut lutter contre ce cancer. Le cancer du sein, est-ce qu'on peut ou on ne peut pas? Rapidement. Le cancer du sein. Je voudrais juste revenir sur le cancer du col avant de parler du cancer du sein. C'est juste qu'on va manquer de temps pour parler de cancer du sein. Il nous reste 2 minutes pour boucler l'émission. C'est que les pays qui ont développé des programmes de dépistage, le cancer du col n'existe quasiment plus chez eux. C'est le 8e, 9e cancer de la femme. Le cancer du sein reste le premier cancer et le cancer du sein aussi, on peut le dépister par les mammographies et la recherche de microcalcification de petits cancers avant qu'ils ne soient palpables. Et donc, toute femme
à partir de 45 ans, encore une fois, même si elle ne se plaint de rien, doit faire une mammographie à partir de 45 ans. Ça permet de découvrir des cancers beaucoup plus précocement et donc d'arriver à les traiter avec un meilleur pronostic. Mais on voit de plus en plus de femmes plus jeunes, fin vingtaine, début trentaine, faire des cancers du sein. Donc 45 ans aujourd'hui, est-ce que c'est pas trop tard pour une mammographie? Eh ben, dans le monde, dans les pays occidentaux, ils disent dépistage systématique à partir de 50 ans. Au Maroc, justement, vu la jeunesse de notre population, vu le fait que des femmes de jeunes le font, eh ben, on a dit 45 ans. Mais après, il faut bien sûr, s'il y a des terrains génétiques particuliers, si dans la famille, il y a des cancers du sein chez la femme jeune, il faut aller, bien sûr, faire une mammographie 5 ans avant l'âge du premier cancer. Dernière des choses, il faut aussi que les femmes s'autopalpent régulièrement, même, donc sur la douche, elle s'examine les seins pour rechercher éventuellement un nodule ou quelque chose et consulter tôt s'il y a quelque chose. D'accord? Mais de manière générale, on ne peut pas conseiller aux femmes de moins de 30 ans comme ça, dans un dépistage de masse, les femmes qui ne se plaignent de rien, qui n'ont pas de masse particulière, de faire une mammographie. D'accord? Mais il faut leur dire, bien sûr, la mammographie, avant 30 ans... C'est jusqu'à quel âge pour finir, docteur? Pour finir quoi? Pour finir l'émission. La mammographie, jusqu'à quel âge? Jusqu'à la fin de la vie. D'accord. Parce que justement, avec l'âge, le cancer augmente, même à 80-85 ans. D'accord. Merci infiniment, docteur Hicham Ben Abbas Taagi, d'avoir été là. Merci pour ces conseils, cette sensibilisation. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Média TV. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette interview dans son intégralité sur mediantv.com. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès lundi matin sur les ondes de la radio du Grand Maghreb pour Femmes d'aujourd'hui.